Selon un des contes des Mille et une nuits, celui qui n'a pas vu le Caire n'a rien vu. Sa poussière est d'or. Son île est une merveille. Ses femmes sont comme les vierges du paradis. C'est la mer du monde. Aujourd'hui, la mer du monde a perdu beaucoup de son allure d'antan. Mais au centre, un bâtiment centenaire renferme des trésors inestimables. Ici, dans le musée égyptien du Caire, bat le cœur de la civilisation des pharaons et l'héritage le plus ancien et le plus précieux qui ait été légué à l'humanité. Quand le musée a été inauguré le 15 novembre 1902, il abritait environ 50 000 objets. Aujourd'hui, il en contient plus de 150 000. Champollion, qui fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes, avait été appelé 70 ans plus tôt pour dresser un plan de préservation des monuments égyptiens. Il découvre que n'importe qui peut voler les objets antiques. On démolit les monuments anciens pour les transformer en matériaux de construction. On brûle les momies pour en faire de la poudre de charbon qui sert à raffiner le sucre de canne. L'égyptologue français Auguste Mariette conçoit le projet d'un vrai musée d'antiquité égyptienne, car l'Égypte doit reprendre le contrôle de son héritage. Il entreprend un vaste programme de fouilles dans tout le pays. Tous les objets sont rapportés au Caire, malgré l'opposition farouche des Européens et des Égyptiens qui s'enrichissent du trafic d'antiquités. Mariette inaugure le premier musée égyptien du Caire en 1863. Mais à sa mort, le musée ne peut plus accueillir de nouveaux objets. On lance aussitôt un concours international pour la construction du nouveau musée. C'est celui de l'architecte français Marcel Dournion qui est choisi parmi 73 projets. C'est le premier bâtiment au monde à avoir été vraiment conçu comme un musée. Jusque-là, on utilisait des édifices prévus pour d'autres usages. Les formes et les décorations sont inspirées du classicisme européen de la fin du XIXe siècle. Pourtant, les plans suivent le dessin des temples égyptiens de la dernière période. À l'intérieur, comme dans les temples, une galerie entoure les salles réparties autour d'un hall central, recréant à plus grande échelle un sanctuaire ancien. La modernité du projet est d'éviter les divisions nettes entre les salles. Le visiteur peut passer librement d'un espace à l'autre, comme s'il s'égarait dans les ruines d'un temple.
Le musée est officiellement inauguré le 15 novembre 1902. Aujourd'hui, la place Tahrir, devant le musée, est l'endroit le plus animé et le plus encombré de toute la ville. Derrière s'étend un labyrinthe de rues embouteillées. Mais la magie de ce lieu, unique au monde, est restée intacte. Le musée, comme l'appellent fièrement les Égyptiens, présente tout ce qu'il y a de plus fascinant dans l'ancienne Égypte. Sa visite nous fait revivre une longue histoire de splendeur et de mystère. La civilisation égyptienne commence à poindre à l'aube de l'histoire en 4000 avant Jésus-Christ. Les pharaons sont des seigneurs locaux et l'Égypte n'est pas encore unifiée. Les sceaux cylindriques et les palettes votives de la fin du millénaire montrent que l'art a évolué en même temps que le pays s'est unifié. La palette libyenne présente 3 niveaux avec des animaux différents. Les arbres en bas sont probablement des oliviers. En bas, à droite, on voit un ensemble rudimentaire de hiéroglyphes, un boomerang sur un ovale symbolisant la terre. On peut y lire « Tehenu » qui signifie Libye. La palette commémore une victoire sur les Libyens et les animaux sont le butin de guerre. La création de nouvelles villes est représentée au dos. L'événement qui marque officiellement le début de l'histoire égyptienne est l'unification des 2 terres, symbolisée par la palette de Narmer, un objet unique. La scène principale représente les coups enlacés de 2 félins, symbolisant l'union des 2 pouvoirs rivaux et présente un creux pour contenir des cosmétiques. En haut, le roi à la couronne rouge de Haute-Égypte, suivi du porteur de sandales, est précédé d'un scribe et des porte-étendards des régions conquises. À droite, on voit ses ennemis décapités, la tête entre les pieds. Au-dessus, les hiéroglyphes avec le nom du roi, le poisson, Nar, et le ciseau, Mer. Au dos, le pharaon porte la couronne blanche de la Haute-Égypte qu'il a quittée pour conquérir de nouveaux territoires. Un extraordinaire raccourci raconte cette histoire. Un faucon avec une corde tient une tête d'homme sortant d'un champ de fleurs de papyrus. Le pictogramme signifie « Le faucon, ou le roi, a vaincu l'homme du champ de papyrus, le delta ». Ce qui est étonnant avec la palette de Narmer, c'est que l'œuvre est déjà marquée par le style classique. Le faucon symbolise le roi, le costume royal et les premiers hiéroglyphes. C'est comme si, avec son premier pharaon, la civilisation égyptienne était née en pleine possession de sa maturité. Ce sont les mêmes jeux auxquels jouera Toutankhamon 1600 ans plus tard. Les bijoux attestent également d'une technique et d'un goût très sûr. Ce bracelet, datant de 3000 avant Jésus-Christ, provient de la tombe du roi Djer. Composé de 27 petites plaques d'or et de turquoise alternées, il représente des sérèques, une représentation de la façade du palais surmontée par le faucon, symbole du dieu Horus. Malgré les apparences,
l'esthétique n'a aucune importance, seule la précision compte. L'homme est représenté le visage de profil, les épaules de face, le buste tourné de 3/4, et les bras, les mains, les jambes et les pieds sont de profil pour que chaque partie soit à son avantage. En 2630 avant Jésus-Christ, le roi Djoser fait construire à Saqqara un complexe de pierre, unique pour l'époque. Il reproduit en pierre les maisons de ses sujets, les temples et les palais qui, jusque-là, étaient en bois et en végétaux. Sa statue en calcaire peint exprime la majesté. Il est enveloppé dans la toge de son jubilé. On l'a trouvé dans le mastaba, la chapelle au pied de sa pyramide. Après analyse, on s'est aperçu que cette statue fixait l'étoile polaire dans la voûte céleste, au travers de 2 trous dans le mastaba orienté au nord. Le pharaon défunt deviendra une étoile à son tour. Dans l'Ancien Empire, les pyramides témoignent de la foi du peuple envers ses rois et l'ordre dont ils assurent la pérennité. Le visage et la posture majestueuse des statues leur confèrent une image de pouvoir et de sérénité divine. La statue en diorite de Képhren, sur son trône au lion, avec le faucon Horus derrière lui, est le chef-d'œuvre de cette période. C'est la mieux conservée des 23 statues identiques trouvées lors des fouilles des pyramides de la vallée des Temples. La statue dans l'obscurité du temple fascine le visiteur. Un rayon de lumière arrive par une fente du toit et crée un effet de lumière et d'ombre qui souligne le corps athlétique. Une statue en ivoire d'à peine 7 cm, voici tout ce qu'il reste du grand pharaon Khéops. C'est incroyable lorsqu'on pense que sa pyramide, qui culmine à 147 mètres, est la plus haute d'Égypte. La triade de Mykérinos provient sûrement d'un temple de la vallée des pharaons, à Gizeh. Elle est dédiée à Hathor, déesse de l'amour et de la fertilité, qui est représentée à la droite du roi avec des cornes de vache entourant le disque solaire. À la gauche du roi, un aume, c'est-à-dire une province de Haute-Égypte, est représenté au-dessus de la statue par son symbole. Les muscles du pharaon sont tendus, le corps des femmes se dévoile sous leurs vêtements par transparence. Les statues de l'entourage copient souvent celles des souverains, car beaucoup de ceux qui avaient les moyens d'être enterrés près des pyramides étaient des familiers du pharaon.
Rahotep et Nofret étaient sans doute des proches du roi Snéfrou, le père de Khéops. Encore aujourd'hui, les deux statues aux couleurs parfaitement préservées impressionnent le visiteur, alors qu'elles ont été peintes par des experts il y a plus de 4500 ans. Les yeux semblent vivants avec leurs iris en cristal et en quartz. Selon les critères de l'art égyptien, les hommes ont la peau foncée et les femmes couleur chair. Les inscriptions sont clairement dessinées en colonnes élégantes à côté de chaque tête. Celle de Nofret, dont le nom signifie la belle, dit « celle qui connaît le roi ». Un mystère entoure plusieurs sculptures issues des tombes de la 4e dynastie, près de Gizeh. On pense que ces têtes devaient remplacer celles des statues, si elles étaient volées ou abîmées. On les appelle les têtes de réserve. Sur cette statue, le grand prêtre Ranéfer s'est fait représenter portant une perruque et sous des traits rajeunis. Sur cet autre, les traits sont plus lourds et il a un léger double menton. Ses muscles sont relâchés et son ventre légèrement proéminent. Non seulement il semble plus âgé, mais la statue sans perruque est plus réaliste. Celle en sycomore du grand prêtre Ka-Haper est un exemple des plus réalistes de l'Ancien Empire. Les sculpteurs à Saqqara ont été les premiers impressionnés par la ressemblance avec le chef du village. Et ils l'ont baptisé Cheikh el-Balad, ce qui signifie en arabe « chef de village ». Cette statue du scribe assis, les jambes croisées, dans une position bien connue, vient aussi de Saqqara. De la main gauche, il déroule un rouleau de papyrus pendant que sa main droite est levée, comme s'il était prêt à écrire. Le scribe fixe l'éternité de cet étrange regard que nous retrouvons sur le visage des anciens Égyptiens. L'idée de l'espace dans le statuaire égyptien est en général cubique. La symétrie peut légèrement varier, mais elle est omniprésente. Par exemple, le groupe représentant le nain Sénèb, sa femme et ses enfants. La position en tailleur de Sénèb, qui contraste avec celle de sa femme, aurait brisé la symétrie si le sculpteur n'avait pas mis les enfants du couple dans l'espace laissé libre par les jambes du nain. Ce porteur est l'une des statuettes de serviteurs aux tâches variées trouvées dans les tombes. Ressuscités par des formules magiques prononcées par le défunt, ils vaquaient à leurs tâches dans l'au-delà. Le panier à anse, sur son bras droit, est décoré de petits carrés rouges, noirs et verts qui imitent le tissage du vrai panier. Les pharaons faisaient des offrandes à Horus, comme cette tête de faucon en or, découverte dans un temple d'Hiérakonpolis. La mystérieuse profondeur du regard est obtenue par une barre d'obsidienne qui traverse la tête et reflète la lumière extérieure. L'effondrement qui suit la fin de l'Ancien Empire fut aussi soudain que radical. Les héritiers des grands despotes exercent un pouvoir limité. Le vrai pouvoir est aux régions, dirigées par des gouverneurs qui se prétendent rois ou princes. Les artistes quittent la capitale, Memphis, pour les cités des provinces qui deviennent des centres artistiques indépendants. On a trouvé par exemple ces statues en bois de soldats nubiens et égyptiens à Assiout, une ville de Moyenne-Égypte. L'exaltation de la force militaire prouve la soif de pouvoir du prince qui tenait à ce que ses figurines l'accompagnent dans sa tombe.
Leur visage, leur taille et leur lance sont tous différents. Les couleurs brillantes et les décorations spécifiques des boucliers donnent au groupe un dynamisme extraordinaire. Cette maquette d'une maison avec son jardin de sycomore provient de la tombe de Mekhétre, à Thèbes. Les détails, tels les colonnes en bois du portique, les gouttières du toit et les sycomores aux fruits colorés, sont incroyablement réalistes. La maquette du comptage du bétail vient aussi de sa tombe. Le maître, assis avec ses scribes à l'ombre du pavillon, regarde passer son troupeau conduit par ses esclaves. Un berger agenouillé devant son maître est empoigné par un garde qui a levé sa badine. Un tel chef-d'œuvre donne plus de renseignements sur l'époque que beaucoup de manuscrits. Cette statue étrange, aux proportions massives et aux couleurs vives et contrastées, représente l'homme le plus important dans l'unification de l'Égypte après Narmer. C'est le pharaon Mentuhotep. En 2030 avant Jésus-Christ, il rétablit la loi qui veut qu'un seul pharaon contrôle toute l'Égypte. On a trouvé cette statue sur la colline de Der el-Bahari, près de Thèbes. Après 2 siècles d'oubli, c'est le premier grand monument royal. Les successeurs de Mentuhotep créent avec le Moyen Empire un État puissant et respecté. Mais ils doivent affronter les revendications permanentes des seigneurs locaux et faire face à un retour possible du chaos. Il est nécessaire de faire appel à la propagande politique. C'est ce dont témoignent ces portraits royaux. Les rois et des dieux ont une apparence sévère, voire cruelle. Les visages de ces divinités du Nil sont soulignés de rides et ils ont des traits noirs sous les yeux. La pyramide d'Amenemhat III à Dachour était haute de 82 mètres et couronnée de cette splendide pointe ou pyramidion. Sur le monolithe de granit noir, on peut voir des hiéroglyphes finement ciselés avec les titres de pharaon. Il ne reste de la pyramide qu'un tas de briques usées par le temps et les hommes qui s'en sont servis pendant des siècles comme source de matières premières. La même élégance distingue le pilier de Sésostris Ier, qui montre sur chaque côté le pharaon embrassant une divinité, Ptah de Memphis, Amon de Thèbes, Aton, le soleil, et Horus, le faucon. Une élégante perruque couvre la tête de cette princesse ou de cette reine, avec toujours quelques carrés d'or en damier. Cette statue de l'âme, le Ka, du roi Ahui-Bra-Hor, possède toujours ses yeux d'origine. Le Ka se transcrit par le hiéroglyphe des bras perpendiculaires à la tête. C'est le double spirituel de la personne. On le nourrissait par des offrandes funéraires. Les gens riches se mettent à imiter les rites funéraires du roi. Le sarcophage n'est pas un simple cercueil, mais le lieu du repos éternel. Il est toujours relié au vivant. Les sarcophages du Moyen Empire sont ornés d'une porte et de 2 yeux, intermédiaires magiques avec les vivants, quand ils font leurs offrandes aux défunts. On a trouvé dans de nombreuses tombes de l'époque des statues d'hippopotames.
Celle-ci est en faïence, une technique de céramique vernie utilisée depuis longtemps. Ce bleu brillant et la flore et la faune aquatique peintes sur son corps recréent son habitat sur le Nil. Même les magnifiques bijoux portés par la famille royale avaient une fonction protectrice. L'or indestructible était la chair des dieux. Celui qui en portait jouissait de ce pouvoir divin. Tous les bijoux égyptiens sont des amulettes ou des symboles protecteurs. Aucun bijou n'est profane, un peu comme si, de nos jours, on ne portait que des croix, des rosaires ou des images pieuses. Le collier de la princesse Noumit, en or, turquoise, cornaline et lapis-lazuli, comprend toutes sortes d'amulettes. Les têtes de faucon en or aux extrémités du collier porté par sa momie indiquent que ce splendide bijou a été réalisé pour sa tombe. La ceinture de Méritamon, formée de 2 rangs de perles d'améthyste, alternant avec des têtes de léopard plaquées or, ne semble pas avoir de signification religieuse. En fait, le léopard est adoré pour sa puissance. Les prêtres en portent la peau, qui symbolise le ciel nocturne. Comme l'Ancien Empire, le Moyen Empire s'achève dans un bain de sang. Les seigneurs locaux regagnent facilement le pouvoir. Les Hyksos, venus d'Asie, s'emparent du delta. Le musée possède des objets attestant de la lutte contre l'envahisseur. Ainsi, cette momie de Sékénérestaa II, appelée le Valeureux, mort probablement en combattant les Hyksos. Récemment encore, on croyait que le pharaon était mort sur le coup. Mais l'analyse au rayon X a prouvé que les tissus osseux avaient commencé à se reconstituer autour de la blessure principale et qu'il y avait survécu plusieurs mois. À sa mort, la libération est possible. Ses fils, Kamosé puis Amosé, chassent les Hyksos du pays. La hachette votive en or, électrum, cuir et pierres précieuses d'Amosé est une version raffinée de celle que le roi guerrier utilisait pour les batailles. Nous sommes en 1543 avant Jésus-Christ. C'est l'époque des pharaons Toutankhamon et Ramsès II, les dieux sur terre. C'est le Nouvel Empire, une époque de splendeur. La nouvelle Égypte impériale est riche et consciente de ses pouvoirs. Le pharaon n'est pas le seul roi sur terre, mais il est le plus puissant. Un incroyable concours de circonstances amène une femme, fille, épouse et sœur de pharaon sur le trône. C'est Hatshepsut. Cette impressionnante tête de colosse vient de son fabuleux temple de Deir el-Bahari, qui en comprenait 200. Avec sa peau sombre, ses pommettes saillantes et sa fausse barbe, on dirait un homme. Cependant, le modelé délicat, la courbe des sourcils, les yeux et la bouche trahissent sa féminité, comme les traits de ce sphinx. La crinière encadre un visage mince et délicat. Le maquillage de ses sourcils s'étire gracieusement jusqu'aux tempes. Cette curieuse statue représente Senmout, le conseiller de la reine, avec la princesse Néferouré, dont il est le précepteur. C'est une statue monolithique. Senmout semble soudé à sa chaise et enveloppé dans un vêtement duquel n'émerge que sa tête et celle de Néferouré, sculptée avec une grande précision.
Seul le visage est en 3 dimensions dans la statuaire égyptienne. Pour beaucoup, les 38 années de règne d'Amenhotep III représentent le sommet de l'art égyptien. Ce roi a son architecte, Aménophis, fils de Apou. Il lui construit une tombe extraordinaire à l'ouest de Thèbes. On en reconnaît les vestiges au fameux colosse de même nom. Ces statues d'Amenhotep III de 18 mètres de haut entouraient la façade du temple. Les statues d'Amenhotep III et de la reine Tiye culminent à 7 mètres dans le hall central du musée. La grâce de leur sourire et la lourde coiffure de la reine sur son visage menu est une caractéristique de cette période de splendeur. Même les vêtements funéraires expriment la joie de vivre. Par exemple, les parents de la reine Tiye, Yahya et Tuya. Leurs tombes, dans la vallée des rois, ont été pillées, mais les voleurs ont laissé les 4 cercueils contenant la momie de Yahya. Amenhotep IV, successeur d'Amenhotep III, contraint ses sujets à adorer Aton, qui est selon lui le dieu unique, et qui est représenté par le disque solaire. Le roi déclenche ainsi une révolution alors qu'il aurait dû protéger le culte traditionnel des dieux. Et on le retrouve dans l'art. Le roi change son nom en Akhenaton, qui signifie celui qui rend grâce à Aton, et il fonde une nouvelle capitale à Amarna, en Moyenne-Égypte. La maquette reproduit la façade d'un temple d'Amarna, aux 2 pylônes de style classique. Le linteau qui les relie a été coupé pour laisser passer la lumière du soleil. En haut des pylônes, le disque du soleil Aton étend ses rayons et donne la vie au pharaon et à ses sujets. Les temples du nouveau dieu sont ornés de statues du pharaon au corps déformé. Son visage, ses yeux et sa bouche sont allongés, presque grotesques, et sa taille fine contraste avec la largeur féminine de ses hanches et de ses cuisses. Que lui est-il arrivé? Pour certains, il s'agit d'une maladie congénitale. Mais la déformation de la calotte crânienne, la fausse barbe, tout pose question. Les sculptures de femmes de cette période dégagent une très grande sensualité, comme celle de Néfertiti, la femme d'Akhénaton. Cette tête inachevée de Néfertiti rappelle la beauté de la reine dont le buste est aujourd'hui à Berlin. L'esquisse a guidé le sculpteur pour qu'il achève son travail. Sur cette statue inachevée, le roi tient une jeune femme sur ses genoux et l'embrasse tendrement. C'est peut-être sa fille, mais la femme lui touche le coude d'un mouvement très sensuel. À moins qu'il ne s'agisse d'une scène d'amour entre le roi et une de ses épouses ou concubines. L'hérésie d'Akhénaton s'éteint avec lui. Ce splendide sarcophage a peut-être contenu ses restes ou ceux d'un obscur co-régent, Smenkhkaré. On a intentionnellement profané et arraché les cartouches royaux et le masque funéraire. Le jeune Toutankhamon restaure le culte des dieux. Ce couple de géants, reconstitué il y a peu, représente le roi sous les traits d'Amon, dieu rival d'Aton,
avec la déesse Mout, sa femme. La 19e dynastie débute avec un général qui deviendra le symbole des pharaons, Ramsès. Son fils, Séti Ier, et son petit-fils, Ramsès II, mèneront le nouvel empire à sa gloire. La statue colossale en calcite de Séti Ier reflète le style raffiné de la dynastie antérieure. Cette statue de Ramsès II enfant est un des nombreux mystères de l'Égypte ancienne. C'est un rébus. Le hiéroglyphe du disque solaire signifie Ra, l'enfant à la tresse avec le doigt dans la bouche, Mès, la plante qu'il tient dans sa main gauche, Sou. La réponse de l'énigme est donc Ramès-Sou, le nom du pharaon. L'art de cette période atteint son apogée avec les petits objets. Pour preuve, ces bracelets en or filigrané et lapis-lazuli ayant appartenu à Ramsès II, et ces splendides boucles d'oreilles de Séti II. Autre œuvre raffinée, ce portrait polychrome de Méritamon, épouse de Ramsès II après la mort de sa Néfertari chérie, est un souvenir des statues de femmes de la dynastie antérieure. C'est aussi vrai pour celle de la femme de l'officier Nakhmin, dont la jupe moulante laisse apparaître toute la sensualité. Avec Ramsès III, le nouvel empire montre ses derniers signes de puissance. Entre les exigences des puissants prêtres de Thèbes, les désordres, les grèves et les invasions des nouveaux peuples de la Méditerranée, l'empire commence doucement à s'éteindre. Pendant un millénaire encore, l'Égypte sera le centre de la civilisation méditerranéenne, même si son rôle politique diminue. Les pharaons de la troisième période intermédiaire reprennent les monuments de l'ère de Ramsès et y ajoutent leur nom. Parmi ceux-ci, le sarcophage de Mérenptah en granit rose, que réutilisera Psusen Ier en l'an 1000. Le pharaon défunt, protégé par Isis, est sculpté sur le côté. À l'intérieur, le portrait en relief de la superbe Nut, la déesse du ciel. Cependant, de nombreuses sculptures de cette période prouvent que la Grande Égypte n'est pas sur le déclin. Durant la 25e dynastie sétique, et pendant un siècle encore, elle sera riche et indépendante. Les artistes sétiques nous ont laissé des chefs-d'œuvre inspirés par différentes périodes du passé et témoignant d'un grand savoir-faire. La sculpture en faïence verte de Hori-Ra est un spécimen unique de 30 cm de haut et aux proportions parfaites. Cette sculpture du scribe Nespa Kashuti est en schiste, une pierre dure qui permet une très grande précision. Le chef-d'œuvre de cette période est l'impressionnante statue de Touéris, la déesse hippopotame. Polie par le sculpteur et les mains des fidèles, elle réfléchit une lumière changeante qui donne à l'observateur l'impression que la statue bouge doucement. Durant la période tardive, l'Égypte s'adonne à la superstition. Comme on le voit sur la statue de Guédor, qui est complètement recouverte de formules magiques, excepté sur le visage et quelques rares parties du corps. L'eau qu'on verse sur la statue est imprégnée du pouvoir des formules. Elle coule dans le bassin avant d'être recueillie pour se protéger ou guérir.
L'Égypte, conquise par Alexandre le Grand en 332 avant Jésus-Christ, sera gouvernée pendant 300 ans par une dynastie macédonienne qui portera le nom de son premier roi, Ptolémée. La dynastie ptoléméenne respecte la culture millénaire et va y ajouter progressivement des éléments artistiques grecs. Sur cette stèle traditionnelle, Ptolémée V fait des offrandes au taureau Apis, incarnation divine du pharaon. La statue de Hor-Sahor reflète la spiritualité et les postures égyptiennes, mais la sculpture est d'inspiration grecque, voire romaine. La domination romaine annonce le déclin de l'Égypte, mais elle produit encore des chefs-d'œuvre, comme les portraits du Fayoum, découverts dans les nécropoles des oasis. C'est la dernière évolution des masques funéraires. Bien qu'imprégnés d'un réalisme très romain, ces visages expriment une spiritualité tout à fait égyptienne. On en retrouve aussi l'expression dans ce vêtement funéraire, très rare, représentant Osiris avec Isis et Nephthys. C'est une découverte récente de l'égyptologue italienne Eda Brecciani, qui l'a offerte au musée. Longue vie, santé et force. C'est ce que souhaitaient à toutes les époques les Égyptiens à leur pharaon. L'éternité est présente dans ce musée où l'on vénère les ancêtres. On peut admirer ici ce que l'humanité a produit de plus beau il y a des milliers d'années. Depuis 3300 ans, un enfant roi réalise le rêve de tout pharaon. Il repose pour l'éternité, entouré de merveilles ignorées des mortels. Depuis 3 générations, son trésor fascine le monde. C'est le trésor de Toutankhamon. Ce n'est qu'une des innombrables merveilles qui sont conservées dans le plus majestueux des temples de l'art égyptien, le musée égyptien du Caire. C'est ici que les grandes découvertes de l'homme ont rencontré la légende, comme les œuvres et les monuments des grands pharaons de l'Antiquité. Ce trésor de l'humanité est constitué d'1 millier de trésors inestimables.